It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, seconde partie de mon top 30 en NBA actuellement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller l'écouter. De toute façon, c'est assez clair comme projet. C'est de récapituler qui sont les 30 meilleurs joueurs actuellement en NBA. Donc on regarde un peu leur niveau intrinsèque, ce qu'ils arrivent à produire, leurs blessures ou non, leur dernier parcours de play-off, leur saison actuelle, aussi l'influence qu'ils ont sur leurs coéquipiers, sur le jeu de leur équipe. Tout ça, les récompenses individuelles, les récompenses collectives, on prend un peu tout. C'est un peu un grand mélange de tout ça et puis on y fait... on voit ce qui en dégage, qui sort de ce top 30 en étant dans les 10 premiers, dans les 15 premiers, qui est le premier, qui est le meilleur à mon sens dans cette NBA actuellement. Enfin bref, la dernière fois on a fait notre top 30 à 21. Donc aujourd'hui on continue avec les joueurs de la 20e place jusqu'à la 11e. Ce sera peut-être un peu plus court parce qu'on a moins de joueurs laissés sur le carreau. De toute façon on en a parlé dans cette première partie. Que ce soit, je vous invite à aller le voir, mais des joueurs n'ont pas passé le coche. Cette NBA a un condensé de talent tellement grand qu'un top 30 ne suffit pas finalement. Peut-être qu'un jour on aura un top 50 dans quelques mois ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on va commencer avec ce top 20, par le top 20, et allons-y. Alors, en numéro 20, et je vous préviens direct, je pense que chaque nom qui vont sortir à partir de maintenant, et dans le prochain épisode aussi où on fera du top 10 à 1, chaque nom sera débattable. Je pense pas avoir la vérité absolue, j'essaye d'être le plus objectif possible, même si c'est assez dur pour certains joueurs et tout ça. Mais en top 20, cette année, j'ai décidé de vous mettre Trae Young. Trae Young, beaucoup de gens vont me dire que c'est très très bas pour le joueur qu'il est. Peut-être. De toute façon, comme plusieurs joueurs dont j'ai parlé dans la première vidéo, il ne peut que monter, à mon sens, parce qu'une saison assez difficile, que ce soit individuellement ou collectivement. Et Trae Young, du coup, son équipe, joueur des Hawks, franchise player des Hawks, qui est actuellement en 35-36. Ça a dû changer le temps que je upload cette vidéo, parce que cette audio, parce que bon... ça va très vite dans les places du play-in, dans les places des playoffs, ça va très très vite autour de ces places-là. Mais 35-36, en 26,8 points, 3 rebonds et 10,1 ou quelque chose comme ça, 10,2 passes de moyenne. En 43, 33,7 et 89% au lancer. Donc voilà, des stats plutôt impressionnantes individuellement, même si on va mettre de côté les pourcentages. Enfin, on va pas les mettre de côté, mais il faut quand même relever les pourcentages. Un des meilleurs passeurs de la ligue qui arrive à faire des décalages assez impressionnants dans une équipe où il n'est pas seul, une équipe qui devrait jouer, à mon sens, les premières places à l'Est, qui ne le fait pas. Même si première année, on va dire, assez spéciale avec l'ajout d'un Dejounte Murray qui est dur à intégrer, le changement de coach très récemment. Enfin bref, parlons du coup de Trae Young. Alors Trae Young, on va pas dire que c'est un de mes chouchous, je l'avoue, j'aime pas son style de jeu, je trouve un peu ses performances surcotées entre très très gros guillemets, mais c'est un joueur calibre All-Star en puissance, calibre... je vais pas dire MVP parce que sa défense fait défaut. Quoiqu'il il s'est beaucoup amélioré cette année. Il fait des efforts, il fait les efforts qu'on lui demande. Il est toujours très limité par son corps. On parle d'un meneur qui fait 1m83, quelque chose comme ça. Donc, un meneur vraiment petit avec très peu de qualité athlétique. Mais un joueur smooth, un joueur qui est très impactant au scoring quand ça rentre. C'est encore ses décisions qui sont encore à polir. C'est encore un jeune joueur. Il a actuellement 23 ou 24 ans. Donc, à polir à l'aide de son coach, de ses coéquipiers. Une confiance en les autres qu'il doit développer. Cette année, c'est ce qui se passe mal, on va dire. Je pense que c'est plus dans les vestiaires que sur le terrain. Quoique sur le terrain, c'est quand même pas très fou. Sachant que cette équipe des Hawks, alors que Trae Young est un des meilleurs attaquants de cette ligue, a un offensive rating qui est un des pires de la ligue.
Donc une bonne défense, Clint Capella, Dejounte Murray qui est un gros défenseur, mais Trae Young n'arrive pas à faire passer ce cap offensif à cette équipe. Pourquoi ? Moi, à mon sens, Trae Young, ce qui lui manque actuellement, c'est de partager le ballon, savoir jouer off-ball. Il est beaucoup comparé à Stephen Curry, évidemment, c'est facile comme comparaison, pardon. Mais en attendant, Curry est un des meilleurs joueurs all-time sans ballon. Trae Young n'en est simplement pas capable aujourd'hui. Sur le nombre de matchs assez important que j'ai regardé cette saison, lorsqu'il n'a pas la balle et lorsque Dejounte a la balle entre les mains, lui reste à 90 degrés, reste dans son coin, tend les mains pour attendre le ballon. Il fait très peu d'efforts pour se démarquer ou trouver des spots ouverts. D'ailleurs, en début de saison, c'était catastrophique parce qu'il était quasiment à 39% au tir. Je parle pas à 3 points, hein, je parle au tir. Donc une remontée à 43, c'est bien. C'est encore faiblard, hein. On parle de joueurs 43% au tir, on parle des mauvaises années de Westbrook, on parle de Harden quand ça croquait beaucoup, énormément même. Donc c'est déjà des belles comparaisons, sachant les joueurs qu'ils sont, mais c'est pas ce joueur qui t'emmène très loin. En tout cas, ces joueurs n'ont jamais montré qu'ils pouvaient t'emmener jusqu'à un titre, malheureusement. Mais Trae Young est dans cette veine-là pour l'instant. Il faudra qu'il s'améliore dans beaucoup de compartiments du jeu, défensif. Je me demande aussi si ses qualités de passeur ne sont pas surcotées, entre guillemets, parce qu'il a une gravité assez exceptionnelle. Mais en tout cas, pour trouver du positif, ça reste quand même un des joueurs qui offensivement peut faire le plus de choses dans cette ligue. Un passeur, au moins par les chiffres et par l'efficacité, qui est impressionnant. Trop de pertes de balles, encore une fois, mais impressionnant. Un shooter pur qui peut s'éloigner, qui malgré sa taille peut s'approcher du cercle avec un flotteur excellent. Vraiment un joueur incroyable. Je pense que c'est le genre de joueur qui est extrêmement, mais alors extrêmement difficile à entourer, de par son profil, de par sa défense, de par sa taille, de par beaucoup de facteurs comme ça. Mais si de lui-même fait les efforts et si le management travaille bien, et je trouve que depuis quelques années, ce management travaille bien, avec précédemment Kevin Huerter, Dejounte Murray, John Collins maintenant. Enfin, je trouve que ça travaille bien, il y a du talent autour, et si ça commence à cliquer, ce joueur peut t'emmener très loin en play-off. Il l'a déjà fait. C'était un peu un coup, on va dire, spécial du fait de Knicks qui n'était pas du tout prêt pour aller en play-off, du fait de Sixers qui ont clairement déjoué avec Ben Simmons et tout ça, et ensuite perdre finalement contre les Bucks d'un Giannis qui était blessé. Enfin bref, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, que cela ne veut pas dire grand-chose. Je sais que je suis très dur avec lui, mais pour moi, cette finale de conf est à un peu oublier et il faut reconstruire sur des bonnes bases. Et pour ça, Trae Young devra faire des efforts parce que je sais aussi, et il y a beaucoup de choses qui sortent sur le sujet, que dans les vestiaires, ça ne va pas si bien que ça, que John Collins veut partir, Dejounte Murray ainsi que l'ancien coach se sont beaucoup plaints du comportement de Trae Young. À un moment dans la saison, il avait été refusé lors d'un match parce qu'il avait refusé de s'entraîner ou en tout cas de s'échauffer avant le match, ce qui est quand même pour un professionnel assez honteux. Mais bref, Trae Young, très grand joueur qui devrait monter. Je pense qu'il est plus fort intrinsèquement que des gens qui sont au-dessus de lui. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de le mettre plus haut au vu de sa saison, au vu de ce qu'il propose et de tout ce qu'il a autour de lui. Enfin bref, continuons avec le numéro 19. En numéro 19... évidemment, ça va faire débat, je pense que je le dirai à chaque fois. Mais j'ai choisi de mettre De'Aaron Fox. Alors, De'Aaron Fox, un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, hein, d'une équipe de Sacramento qui doit être en 43-28 là actuellement. Il est en 25 points, 4,3 rebonds, plus de 6 passes, en 51% au tir, 33% à 3 points sur une petite quantité, et 77% au lancer. Alors, pourquoi De'Aaron Fox est devant Trae Young ? C'est pas la question qu'on se pose, mais on va dire que je dois être un des seuls en France à le mettre actuellement au-dessus. De'Aaron Fox est un leader d'une équipe qui est, je pense, l'une des plus difficiles à assumer en tant que leader, c'est-à-dire les Kings, qui pour la première fois depuis 17 ans ont réussi à retourner en play-off. Ce n'est pas encore fait, mais ils vont en play-off. Je pense qu'il est le leader
dans les vestiaires et sur le terrain, peut-être avec l'aide de Sabonis, mais c'est l'âme de cette équipe en tout cas, d'une équipe qui est actuellement, je pense, la meilleure équipe offensive de la ligue, mais sûrement une des meilleures équipes offensives des 20 dernières années. De'Aaron Fox qui a beaucoup progressé, peut-être pas dans les chiffres, mais qui est maintenant à un niveau All-Star, il a 25 ans je crois, qui est le joueur le plus clutch de la ligue, le joueur le plus rapide de la ligue, avec une vision qui s'est bien améliorée. Il a enfin ce rôle de meneur qu'il devait assumer avant, mais avant il était un peu entre le rôle d'arrière et de meneur, c'était un peu difficile de trouver son véritable rôle. Sa tunnel vision a complètement disparu. Comme je l'ai dit, un des joueurs les plus clutch de la ligue, alors que c'est un meneur qui n'est pas très grand, qui est très athlétique évidemment, mais du coup qui enfonce la peinture même pendant le clutch time, qui est quand même assez impressionnant. C'est un joueur qu'on adore voir jouer, qui est très partageur, très collectif. Beaucoup de gens on dit qu'il manquait entre guillemets de caractère, qu'il manquait de leadership parce que la situation avant à Sacramento était complètement honteuse, disons les mots. Mais aujourd'hui, De'Aaron Fox est clairement le leader d'une équipe qui est top 2 ou 3, ça dépend des jours. Ça change beaucoup en ce moment à l'Ouest, ce qui est quand même impressionnant, sachant que l'Ouest est évidemment plus condensé et fort à mon sens que l'Est, encore aujourd'hui. Et c'est simplement le leader d'une des plus belles attaques que j'ai vues ces dernières années. Vraiment des Spurs dans le texte, mais en plus smooth, plus impressionnant. Un pivot qui partage la balle, qui a réellement le rôle de meneur. Un second meneur à plus de 6 passes, qui est survitaminé, qui fait penser au plus beau jour de Ja Morant. Un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue aussi. Je me demande ce que ça va donner en play-off, sachant que j'ai dit beaucoup de mal sur Trae Young, mais c'est parce que je l'imaginais beaucoup plus haut. Là, je fais que encenser De'Aaron Fox. Les seules limites auxquelles je m'attends, plus collectivement et tout ça que individuellement, c'est les play-offs. Je sais que De'Aaron Fox n'est pas le meilleur défenseur au monde, et je sais que cette équipe est une des pires défenses de la ligue. Mais je m'attends quand même à voir pour ses premiers playoffs un grand De'Aaron Fox. Je pense qu'il mérite cette place. Regardez-le jouer, hein. Je pense que vous pouvez tomber amoureux de Sacramento. Faites attention, ça peut être un piège de tomber amoureux de Sacramento vu la franchise que c'est. Mais c'est parfait, c'est vraiment la saison idéale. Je pense qu'on met enfin un peu de respect sur son nom. Il a été choisi pendant l'un des derniers au All-Star Game, mais c'est normal au vu de la concurrence sur son poste. Normal entre guillemets, hein, parce que pour moi il devait y être de base avant que les blessures le fassent qu'il y soit. Mais De'Aaron Fox est bien présent dans ce top 30. C'est la première fois je pense que quelqu'un le met dans un top 30 NBA. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois et que cette équipe continuera pendant des années à performer et à s'améliorer. Mais De'Aaron Fox, grand joueur de basket. Peut-être pas intrinsèquement le plus fort, mais en tout cas, au vu de sa saison, sa progression mentale, physique dans le jeu et collectivement, il mérite clairement cette place de 19e. Bref, continuons sur le 18e. Le 18e sera pour moi James Harden. Alors, James Harden, joueur qui fait débat, joueur qui est adulé ou détesté, je sais que trop bien. James Harden qui est actuellement une équipe où il est le second couteau d'une équipe qui est troisième à l'Est en 48-22 où ça a peut-être progressé, je sais plus. Il est actuellement en presque 22 points, 6,3 rebonds, 10,8 passes en 44,6, 39% à 3 points et 87% au lancer. Alors, James Harden. James Harden a toujours été, toute sa carrière, en tout cas en arrivant aux Rockets, un soliste. On sait que depuis les Nets, il s'est transformé en meneur et passeur de génie, même si je pense que ses qualités de passing game, il les avait déjà depuis le début de sa carrière. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est clairement impressionnant. Je pense que c'est le duo de pick and roll avec Joel Embiid qui est le plus doué et efficient de la ligue. D'ailleurs, c'est le plus doué et efficient de la ligue. Leur connexion à deux est vraiment impressionnante. J'aime pas beaucoup voir jouer les Sixers, mais ça s'améliore de jour en jour. On a beaucoup moins ce flopping game du fait de chercher la faute, du fait de s'arrêter, de jouer
en demi-terrain à outrance, même si le demi-terrain, James Harden adore ça encore aujourd'hui. Mais James Harden a su évoluer. C'est un des premiers étés depuis quelques années où il se met vraiment au sérieux, à travailler, à ne pas grossir ou ne pas trop faire la fête. Et il est arrivé en forme. Il s'est blessé en début de saison, malheureusement, et il est très vite revenu. Et aujourd'hui, c'est le meilleur passeur de la ligue en termes de stats et sûrement l'un des top 3 meilleurs passeurs de cette ligue tout court. James Harden a su progresser aussi en catch and shoot. Ça paraît minime comme ça, surtout quand on part d'une superstar ou d'une ancienne superstar comme James Harden. Mais 39% au shoot, il ne l'avait jamais fait, tout simplement. Avant, il tournait autour de 34 ou 35% avec des gros volumes qui, on va dire, bonifiaient ses stats. Mais 39% avec les shoots qu'il prend qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus matures, des shoots vraiment réfléchis pour une fois dans sa carrière. Franchement, il mérite qu'on mette le doigt dessus. Parce qu'il passe beaucoup moins à côté de ses matchs, en tout cas cette saison. Il est vraiment super efficient, super efficace. Sa palette offensive est toujours exceptionnelle, même si son premier pas n'est plus aussi létal. Il arrive à créer des décalages avec le bas de son corps, son dos et tout ça, à mettre le défenseur dans son dos. Il arrive à créer des fautes de manière assez encore spectaculaire, surtout que ses qualités athlétiques ont bien disparu, ou en tout cas sont bien réduites. Non, franchement, James Harden mérite cette 18e place. Je pense que beaucoup de gens l'attendaient plus haut, au vu de son nom, au vu de ce qu'il fait, mais il faut pas oublier quand même qu'il est beaucoup facilité par le fait qu'il a un candidat MVP à côté de lui. Ça reste une deuxième option. Et comme je l'ai dit, je compte aussi beaucoup sur ce qui s'est passé en play-off l'année dernière, sur ce qui se passe dans les dernières années. James Harden n'est quand même pas un joueur à la manière d'un Kyrie Irving auquel tu peux avoir confiance. Des rumeurs actuellement de trade aux Rockets ont encore lieu. L'année dernière en play-off, il était sûrement le 4e meilleur joueur des Sixers, alors qu'il aurait dû être tout simplement le 2e, voire le meilleur en l'absence d'Embiid. Tyrese Maxey et Tobias Harris étaient bien plus efficaces que lui et avaient un meilleur impact sur le jeu. Lui, ce n'était pas le cas, tout simplement. Après, comme je l'ai dit, cet été, il a fait des efforts. À voir ce que donneront les playoffs cette année. James Harden, c'est toujours noir ou tout blanc avec lui. S'il fait des playoffs où il est cette deuxième option, où il peut devenir cette première option des fois au scoring ou à la passe, ou en tout cas en attaque, franchement, il va monter dans ce classement, c'est sûr. Il est vieux, mais au vu de son physique et au vu de comment il s'est adapté, il peut encore jouer beaucoup d'années en NBA, je pense, à mon sens, s'il reste un minimum sérieux. Donc oui, j'attends de voir, mais je pense que cette 18e place devant un De'Aaron Fox et un Trae Young est déjà très généreuse. C'est un excellent joueur, c'est un All-Star, il aurait dû l'être cette année, évidemment, il ne l'a pas été, tant pis, mais j'attends de voir la suite. Donc voilà. Aussi, dernière chose, comme on en parle depuis le début, le backcourt aux Sixers, quand Tyrese Maxey est sur le terrain et Melton en 6e homme, avec Harden, ce backcourt défensivement est très faible. James Harden fait plus d'efforts que, même s'il a plus le même corps, fait plus d'efforts qu'à certaines parties de sa carrière, mais ça reste quand même un backcourt qui est particulièrement faible. Harden n'est pas, je ne sais pas comment le dire, mais un excellent défenseur. Il n'est, à mon sens, même pas average. Donc, oui, James Harden, 18e. Je pense que cette place, il la mérite, mais pour l'instant, il ne mérite pas d'être plus haut et devant les personnes que je vais citer après. Enfin bref, voilà, continuons. On va passer directement à la 17e place, avec monsieur Jaylen Brown. Donc, Jaylen Brown, encore une deuxième option. Première option bis, on va dire, même si on est tous d'accord pour dire que Jason Tatum est le vrai franchise player de cette équipe. Jaylen Brown est un joueur très impressionnant. Cette équipe des Celtics est actuellement en 50-23, lui-même étant 26.7 avec 7 rebonds et 3,4 passes en 49, 34 et 77% au shoot. Donc, que dire de Jaylen Brown ?
Jaylen Brown est une deuxième option qui a réussi à aller en finale NBA et devenir, lorsque Tatum a déjoué, ou en tout cas s'est blessé, on ne sait pas exactement, à devenir cette première option, le deuxième meilleur joueur de la série derrière Curry à mon avis, juste devant Wiggins. Juste pour vous dire que ce mec-là, dans une autre franchise, et je le pense depuis des années, pourrait être un franchise player assez important. Il n'est pas sous-utilisé aux Celtics, il est utilisé à la juste manière. C'est pourquoi cette équipe peut aller en finale et gagner le titre cette année. Parce que Jaylen Brown, qui est une option numéro 1 dans plus de 20 équipes en NBA aujourd'hui, ou en tout cas 15, la moitié, enfin bref, vous m'avez compris, et seulement deuxième option dans cette équipe des Celtics. Alors Jaylen Brown, c'est un joueur très particulier, excellent défenseur, enfin on en parle, un bon défenseur, au périmètre, un défenseur extérieur assez important, même franchement plus qu'important pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs de son équipe, il est bien plus impactant que Smart cette année, et autant important qu'un Robert Williams ou des choses comme ça, même si compartiment de jeu totalement différent. Un excellent attaquant aussi, même si ses choix de shoot sont parfois questionnables, son handle pareil est questionnable. J'arrive toujours pas à expliquer comment ce joueur peut être aussi fort avec un handle qui disparaît autant dans les grands moments, mais le fait est que quand on parle de Jaylen Brown, on parle d'un mec qui est souvent le meilleur relais offensif quand Jason Tatum disparaît. Franchement, souvent au-dessus des 50% au tir. Relaie très bien le franchise player, relaie tous ses coéquipiers. Il y a beaucoup moins de chances en fait que Jaylen Brown fasse un mauvais match que Jason Tatum. Et c'est pour ça que je valorise ce type de joueur, parce que c'est une des plus grosses valeurs sûres dans cette ligue. C'est un joueur qui est peut-être pas très efficace au handle, qui peut avoir des choix de shoot assez particuliers, ou jouer peu à l'extérieur, à 3 points et tout ça. Mais quand il a la balle dans les mains, il joue, alors qu'il est encore jeune, même si ça fait peut-être 6 ou 7 ans qu'il est dans la ligue. Il en a que 26, bientôt 27 je pense, 26 ans. Il fait toujours les bons choix. C'est un excellent rebondeur pour son poste. On rappelle qu'il est poste 2, il peut jouer 3, mais c'est quand même un poste 2 dans l'âme. 7 rebonds par match pour un poste 2, c'est quand même signe d'une certaine intelligence du rebond, une certaine intelligence défensive en général. Et on peut continuer longtemps, mais je pense que quand vous le voyez jouer aussi, il est, même si plus soft, moins flashy qu'un Jason Tatum à côté de lui, il est d'une efficacité qui peuvent rendre amoureux, ou en tout cas être fan, beaucoup de personnes. Et pour moi, ça rentre en compte. Il a fait des playoffs extraordinaires l'année dernière. C'est le joueur le plus stable, on va dire, de la conférence Est, avec peut-être un Giannis ou ce type de joueur, juste pour vous dire. Franchement, Jaylen Brown, c'est un de mes coups de cœur, un de mes chouchous de cette ligue. Évidemment, il est encore dans l'ombre d'un certain joueur, et ça peut le faire descendre au vu des espaces que crée Jason Tatum, au vu du fait qu'il n'a pas le même poids sur les épaules que son compère des Celtics. Mais quand même, Jaylen Brown est un joueur qui est des fois très impressionnant, avec des choix de shoot qui arrivent à rentrer. À la manière d'un Kobe, on se dit... il y a que 10 personnes sur cette planète qui peuvent mettre ses shoots. Pour moi, Jaylen Brown est ce type de joueur. Je sais que je l'encense beaucoup, il faut pas oublier que c'est une deuxième option et qu'il a ses torts, il a ses défauts comme beaucoup. Mais quand même, Jaylen Brown mérite cette 17e place. Il mérite d'être devant, aujourd'hui en tout cas, des joueurs comme Trae Young ou James Harden par exemple, ou même des Anthony Davis dont on a parlé avant ou autres. Mais bref, Jaylen Brown, 17e. Passons à la 16e place avec un autre de mes petits chouchous, récent d'ailleurs, parce qu'avant, tout simplement, je ne l'aimais pas. C'est Donovan Mitchell. Alors, Donovan Mitchell, co-franchise player, en tout cas leader de cette équipe pour le moment, des Cavs, qui sont actuellement en 45-28, qui sont 4e à l'Est. Il est actuellement en 27.4, 4 rebonds, 4,6 passes, en 48, 37 et 88% au shoot. Enfin bref, Donovan Mitchell, pourquoi je ne l'aimais pas ? Parce que je trouvais que depuis que ce jeune homme était devenu une superstar de cette ligue, du fait d'être arrivé premier de conf, du fait d'avoir fait des campagnes de playoffs assez importantes et assez impressionnantes quand même, je trouvais qu'il était limité et qu'en plus, son mental n'aidait pas.
limité par son physique. C'est un joueur qui lui aussi a des qualités athlétiques très importantes, qui peut monter au cercle, dunker de manière impressionnante et tout ça, mais qui reste quand même un joueur d'1m84, 85 peut-être, bien plus petit que beaucoup d'arrières de cette ligue, et qui ne faisait en plus pas les efforts défensifs à Utah. Sauf que après ça, il a été trade. On a remarqué aussi que c'était plutôt un problème mental, parce que depuis qu'il est arrivé aux Cavs, déjà je trouve que défensivement il s'est beaucoup amélioré, ou en tout cas il fait les efforts. De toute façon en NCAA c'était un très bon défenseur. Sa taille joue beaucoup en NBA pour le faire régresser entre guillemets, mais ça reste pour moi un défenseur qui peut être average et qui en plus peut scorer aux 3 niveaux, qui est un joueur en pénétration qui est assez important, assez impressionnant, qui a appris à ne pas surutiliser ses qualités athlétiques et donc se blesser ou se fatiguer très vite. Il a moins tendance à dunker, mais il a toujours ces petites finitions assez smooth à la manière de, je sais pas, Stephen Curry ou Kyrie, que je ne les compare pas, mais c'est juste pour vous montrer un peu. C'est un joueur qui a développé des shoots à mi-distance, des shoots longs, presque à 3 points, mais à 2 points, qu'il a réussi à développer et à faire en sorte que ces shoots deviennent importants dans son répertoire de jeu. Et pourtant, dans la NBA actuelle, on sait qu'ils sont pas du tout plébiscités. Il a un répertoire, même à 3 points, en sortie de dribble, quand les moments clutch arrivent, qui est assez impressionnant. On dirait qu'il est capable de tout vous sortir, de vous faire gagner un match à lui tout seul. Il a pris le lead de cette équipe en l'espace de 3 matchs peut-être, ce qui est assez logique parce que ses coéquipiers sont beaucoup plus jeunes que lui. Peut-être qu'il n'aura pas ce lead pendant encore des années, mais le fait est que en arrivant dans cette équipe, il l'a fait devenir playoffable, peut-être contenders entre gros guillemets, et il est devenu directement le franchise player, ce qui n'est pas chose facile à faire. Et Donovan Mitchell, pour moi, s'est amélioré dans beaucoup de compartiments du jeu, a appris à jouer, même si c'était son poste naturel et qu'il aimait ça, a appris à jouer et à déléguer à d'autres, comme par exemple Darius Garland ou Evan Mobley ou autres. Il le fait très bien, et Donovan Mitchell en est devenu que plus efficient. Même si dans cette deuxième partie de saison, je trouve qu'il y a beaucoup plus de matchs sans de ce backcourt, où ils arrivent à faire des 33% au tir, 19 points, des choses comme ça. C'est peut-être la fatigue qui est accumulée ou des limites de coaching aussi, parce que leur coach n'est pas non plus le meilleur de cette ligue. Mais même quand un des deux dans ce duo fait ce genre de match, les Cavs gagnent très souvent tout court en fait, ils gagnent. Et en plus, ce genre de match, j'ai plus à le reprocher à Darius Garland qui est plus jeune que lui, qu'à Donovan Mitchell qui prend souvent ses responsabilités et qui essaye d'être le plus clutch ou le plus efficace possible, quitte à lâcher la balle, quitte à donner des balles au poste ou à donner des balles à Jarrett Allen ou autre. En tout cas, il a confiance en ses partenaires, il a l'air de se sentir mentalement beaucoup mieux qu'au Jazz. De toute façon, c'était facile vu comment ça se terminait là-bas. Et je trouve que le mettre à cette place-là, c'est parfait. Même si avec le mec que je vois devant, ça peut faire débat. Mais à voir ce qu'il va donner en play-off. Moi, j'ai complètement confiance en lui. Tous ces passages en play-off, sauf le dernier avec le Jazz, qui était assez spécial, comme je l'ai dit, ont vu qu'il pouvait monter de niveau de jeu. On a vu qu'il était tout simplement plus efficace et qui pouvait faire de grandes choses en play-off. On rappelle quand même son premier tour, même s'il a perdu au final et il s'est fait remonter de 3-1. Bon, ça aide pas. Face à Jamal Murray et Nikola Jokic pendant la bulle. Franchement, ce type de performance-là, si ce joueur continue sur cette dynamique-là, ça peut faire partie un des plus grands joueurs de cette ligue. Peut-être pas un joueur qui t'emmène au titre, mais il y en a peut-être d'autres dans cette équipe qui vont se révéler, ou en tout cas un collectif qui va permettre d'aller beaucoup plus loin en play-off. Mais pour une première année d'un projet Cavs qui est encore très jeune, lui n'ayant que 26 ans, on le rappelle, arrivé à 20 ans en NBA, je crois que c'est sa 5e ou 6e saison. Enfin bref, Donovan Mitchell est un All-Star, est un joueur qu'il faut respecter, un joueur qui s'est beaucoup amélioré physiquement, mentalement dans le jeu, et franchement, il mérite cette place-là. Enfin bref, 15e place maintenant, la plus grosse cote, je pense, de mon top 11 à 20, c'est Zion Williamson. Alors, Zion Williamson, je vais vous dire les stats
des Pelicans, et pourtant, ces stats des Pelicans ne veulent simplement rien dire, parce que ça fait déjà une vingtaine ou 25 matchs qu'il est absent. Donc les Pelicans sont en 34-37, lui était en 26-7 et 4,6 passes, en 60-37-71 au shoot. Zion Williamson. Je pensais au début de l'année que c'était sa saison, la saison de la rédemption, après une saison de blessures très difficile, énormément de blessures depuis le début de sa carrière au vu de son physique et tout ça. Il avait réussi à maigrir, reprendre sa forme actuelle. Il ne forçait rien, aucun geste forcé. Il ne portait plus la balle comme il le faisait avant, où on l'obligeait à le faire de par le coaching qui était mis en place. Non, cette fois-ci, Zion Williamson était à la fin des actions. Il ne se cachait pas, mais il jouait juste. Pour un aussi jeune joueur, c'était impressionnant. C'était une force inarrêtable en attaque, qui avait des progrès à faire peut-être en défense ou au rebond au vu de son physique, mais qui en attaque, c'est simple, 60% au shoot avec l'efficacité qu'on lui connaît. Il pouvait faire des matchs à 30 points, à 75% au shoot. C'était n'importe quoi. C'était le leader d'une équipe qui était à un moment top 3 à l'Ouest, qui on pensait allait être playoffable d'une manière totalement logique, qui aujourd'hui se retrouve dans le play-in, parce que oui, monsieur Zion Williamson s'est blessé. Donc pourquoi encore blessé? Pourquoi je le mets si haut alors que ce mec a peut-être joué 100 matchs dans sa carrière, alors qu'il est là depuis bientôt, je crois, bientôt 4 ans, bientôt 4 ans, ouais. Pourquoi le mettre top 15? C'est tout simple, parce que moi, s'il avait continué à jouer toute la saison, et je pense que beaucoup seraient d'accord, il serait peut-être top 6 ou top 7 de ce top NBA actuel. Zion Williamson est une force de la nature. J'espère qu'il restera en forme. C'est un joueur, un finisher incroyable, proche du panier, avec une mentalité que j'adore. Il n'a pas la mentalité d'une superstar en NBA. C'est un soldat qui écoute ce qu'on dit, qui peut se sacrifier pour un collectif. Le fait de moins porter la balle, beaucoup ne l'auraient pas accepté au vu du pédigré du joueur. Mais en attendant, il le fait. C'est un joueur qui est leader d'une équipe où Brandon Ingram et CJ McCollum sont des cadres, alors que lui est plus jeune, même si premier choix de draft, on va pas s'attarder sur le sujet. Zion Williamson a pris en l'espace de 2 matchs peut-être le lead d'une équipe qu'il n'avait pas vu jouer depuis 1 an. C'est impressionnant. Il a joué peut-être 30 matchs cette saison. Il n'a pas joué la moitié des matchs. C'est un enfer quand je le dis. J'espère que ce mec sera épargné les saisons prochaines par les blessures. Parce que ce mec, tout simplement, en forme, peut être le prochain LeBron James, peut être un mec qui te fait gagner 3 titres, qui te change la culture d'une franchise, qui te fait passer un cap dans n'importe quelle reconstruction ou équipe qui veut aller en finale. En attendant, ce n'est pas le cas parce que les blessures et que en fait tu ne peux pas l'avoir sur un parquet 35 minutes. Mais on a connu des débuts comme ça avec d'autres joueurs. Stephen Curry se blessait beaucoup. Westbrook s'est beaucoup blessé. Paul George aussi, même si du coup ça a impacté sa carrière. Mais ces joueurs ont quand même marqué leur temps. Et je pense qu'on peut attendre au moins ça d'un Zion Williamson qui joue 60 matchs par saison au bout d'un moment. Et donc je le mets top 15 tout simplement. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer quel jeu il joue. J'ai parlé de ses défauts un peu en défense, on va dire d'une forme de naïveté en défense, mais en attaque c'est déjà, je pense, l'un des 3 plus gros finisseurs. Je pense qu'il n'a rien à envier à des joueurs comme Giannis quand il est en forme, quand il n'est pas blessé. En tout cas, pour le fait de scorer efficacement et le fait de scorer facilement dans la peinture, c'est juste un délire en fait. Surtout que je pense qu'il peut développer, et il était en train de développer un petit shoot à mi-distance, à 3 mètres, et qui pouvait s'écarter plus facilement, qu'un Giannis le fait, a du mal à le faire en tout cas depuis des années. Mais voilà, les comparaisons pleuvent. Je parle de LeBron James, je parle de Giannis, et il n'est que top 15 pour moi. Donc ça explique beaucoup de choses. Bref, continuons avec le top 14 avant de se mettre à pleurer. Là, on va parler d'un joueur qui lui aussi fait débat, peut-être. Pour moi, c'est tout à fait logique qu'il soit là. Il pourrait être plus haut aussi si... Bref, vous allez vite comprendre. Je vais vous parler en 14 de Jimmy Butler. Alors Jimmy Butler, franchise player des Miami Heat, qui sont actuellement en 39-34. Lui-même est en 22.7 avec 6 rebonds et 5 passes.
en 53, 33, 85. Bah, c'est simple, Jimmy Butler a commencé sa saison réellement. C'est faux de dire ça, mais il a commencé dans les performances sa saison il y a un mois. Bah, avant, c'était clair, il ne méritait pas d'être au All-Star Game. On dirait qu'il s'en fichait. Il était détaché de la saison régulière, comme beaucoup de joueurs le sont, hein, mais au moins eux performent naturellement. Lui, non. 22 points, c'est quand même assez faible à ce niveau-là du top. Mais comment l'expliquer? Bah, c'est plutôt simple, hein. C'est qu'arrivé en playoff, chaque année depuis 2020 et même avant, je pense, hein, quand on parle de lui à Philadelphia ou autre, Jimmy Butler est simplement un des meilleurs joueurs des playoffs chaque année. L'année dernière, ça se jouait encore. Il a été sorti en 7 matchs par les Celtics en finale de conf. Avant ça, je pense que c'était un top 2 ou top 3 meilleurs joueurs des playoffs. C'est un meneur d'hommes extraordinaire, c'est un leader charismatique par l'exemple. Il est aussi, on va pas se mentir, dans le meilleur contexte pour lui, parce qu'il est à l'image, à mon sens, de cette équipe de Miami. Voilà, tout est dit. C'est un joueur qui s'approche du cercle, qui a une défense élite, qui peut absolument faire tout ce qu'il veut dès qu'il s'approche du cercle, qui arrive quand les moments chauds se présentent en play-off, à shooter de loin, à changer son jeu, à déléguer à d'autres. C'est juste impressionnant en fait. Et Jimmy Butler est ce genre de joueur, à mon sens, qui peuvent t'emmener jusqu'au titre. Mais pour l'instant déjà il ne l'a pas fait, même s'il a fait des finales assez particulières en 2020, des finales de conf l'année dernière. Cette année c'est beaucoup plus difficile. Déjà cette équipe offensivement est catastrophique, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est ne regardez surtout pas Jimmy Butler jouer parce qu'autour de lui, et même lui, c'est horrible à voir attaquer. C'est une des meilleures défenses de la ligue, certes, en attaque, personne n'arrive à rentrer un shoot. On est sur un des pourcentages au shoot en général, je crois, un des plus bas de la ligue avec les Rockets. Les Rockets qui ont 15 victoires, hein, donc juste pour se rendre compte de quoi on parle. Donc oui, Jimmy Butler est un leader. Peut-être qu'il s'ennuie en régulière, il s'en fiche d'être All-Star ou je ne sais quoi. Mais en attendant, je pense que c'est en play-off un des 10 meilleurs joueurs de cette ligue. Là, actuellement, il n'est que 14e. Il ne risque pas de remonter avant la fin de la régulière. Depuis un mois, comme j'ai dit, il commence à jouer des matchs à 30 points. Son équipe perd toujours. Aussi parce que Bam Adebayo a des jours sans, etc. Mais offensivement, tu as juste envie de vomir quand tu vois cette équipe. Et Jimmy Butler est la représentation de cette équipe qui va mal finalement. Même s'il y a des problèmes à la main, des problèmes au poste 4, on va pas se mentir, Jimmy Butler n'a pas donné Day One ce qu'on attendait de lui sur toute une saison, ce rôle de leader. D'ailleurs, c'est Bam Adebayo qui a été All-Star cette année. Il méritait évidemment, mais bon, ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Aujourd'hui encore, il y a des problèmes. On a rajouté à cet effectif Kevin Love qui fait des débuts atroces. Et Jimmy Butler, on se demande individuellement où va sa carrière. Parce que cette année sera pas l'année du hit, à mon sens. Et lui qui a déjà, je crois, 33, 34, peut-être 35 ans, j'en ne sais rien, va peut-être falloir qu'il se réveille avant de perdre le physique et le tempérament qu'il a et qu'il arrive à avoir en play-off. Enfin bref, beaucoup de reproches sur Jimmy Butler, mais c'est souvent ça quand on attend un joueur beaucoup plus haut. Moi, c'est mon cas. Donc voilà, continuons avec le numéro 13 et espérons que Jimmy Butler remonte dans ses classements actuels parce que de toute façon, il mérite et il devrait être beaucoup plus haut. Bon, je pense qu'on a assez critiqué Jimmy Butler comme ça et on va passer au numéro 13 du coup. En numéro 13, tout simplement, j'ai décidé de mettre Devin Booker. Alors, Devin Booker, co-franchise player des Suns, on va dire co parce que c'est l'âme des Suns, c'est le meilleur joueur, c'est un des plus grands joueurs de leur histoire, entre gros guillemets, et c'est celui qui a fait le plus de saisons dans l'équipe actuelle. Des Suns qui sont en 38-33, un Devin Booker en 28, 4,5 rebonds et 5,5 passes en 49,6, donc presque 50% au tir, 37% à 3 points et 84% au lancer. Devin Booker, saison tronquée par une grosse blessure qui l'a vu se faire sortir du classement MVP, de toutes sortes de classements finalement.
Mais au début de la saison, toute l'équipe reposait principalement sur lui. Une équipe qui était à la base top 3, top 4 à l'Ouest, dont il était le clair leader. Il n'y a même pas de débat à avoir, en plus de 28 points, hyper clutch et tout ça. On pensait que cette équipe allait s'écrouler. C'est ce qu'elle a fait après. Mais avec Devin Booker, ça tenait. Ensuite, à la trade deadline, il y a eu un énorme trade qui a eu lieu, qui a vu venir Kevin Durant à côté de Devin Booker. Et vu les espaces que Kevin Durant a ouverts à Devin Booker, on l'a vu tourner en plus de 35 points de moyenne sur 3-4 matchs, sans forcer. Je pense que niveau complémentarité, on est au-dessus de tout. Devin Booker est un joueur de mi-distance pur, comme KD, mais on va arrêter de parler de lui parce que je pense qu'on va spoiler une prochaine vidéo. Mais Devin Booker, joueur de mi-distance pur, un bon shooter à 3 points, qui a appris à devenir plus partageur, plus passeur avec le temps, qui est devenu aussi un bon défenseur là où il l'était pas du tout en début de carrière, qui a découvert aussi qu'il avait une grande gueule, on va pas se mentir aussi, ce qui lui a fait devenir pour certains un peu une cible, pour les fans de Dallas notamment. Beaucoup de gens ne l'aiment pas ou alors l'adorent à contrario. Bref, Devin Booker, un grand joueur, c'est sûr, et à mon sens aussi un joueur sous-coté. Je sais pas si c'est légitime de dire ça, sachant qu'il a fait des finales NBA, sachant que il a fini premier à l'Ouest l'année dernière, mais on a toujours l'impression, en tout cas, on avait toujours l'impression au passé que Chris Paul était le vrai franchise player, était celui qui avait changé l'âme de cette équipe. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que cette âme et ce goût de la win avaient commencé à changer avant son arrivée, lors de la bulle. Je pense aussi que Chris Paul est beaucoup moins important que ne l'est Devin Booker, et pas que au scoring et tout ça. Je pense que pour l'identité de la franchise, pour le jeu en lui-même, Devin Booker est plus que primordial. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui mérite vraiment d'être à cette 13e place et qui pourrait peut-être même monter. Je pense qu'intrinsèquement, ce n'est pas le meilleur joueur de cette liste, évidemment. Mais avec son abnégation, son goût de l'effort, le fait que cette franchise finalement soit à lui, même avec l'arrivée de Kevin Durant, prouve qu'on est dans une caste de joueurs assez importants, des joueurs qui peuvent t'emmener très loin. Et pourtant, quand on parle de lui, on n'en a pas tout le temps, on n'en a pas souvent l'air. L'ajout de Kevin Durant les font passer évidemment au statut de contender, limite de favori à l'Ouest pour le titre. Je suis pas forcément d'accord, mais chez les bookmakers à Las Vegas, c'est le cas. On l'a vu aussi s'éteindre en play-off l'année dernière, faire l'un des plus gros chokes de ces dernières années face à Doncic. C'est quelque chose à mettre en avant et tout ça, mais je sais pas, je suis plus inspiré et j'ai l'impression que ce choke est plus collectif, mais aussi plus du fait d'un Chris Paul vraiment en dessous et vraiment limité défensivement face à des Doncic et autres, que du fait d'un Devin Booker qui soit vraiment en dessous. Devin Booker est un joueur qui a quand même fait des matchs à 40 points en finale NBA, qui porte une équipe depuis des années, qui est là depuis le début et qu'il l'a fait grandir. Finalement, c'est pas qu'il l'a vu grandir, c'est qu'il l'a fait grandir. Non, Devin Booker est ce type de joueur associé à une franchise que moi personnellement j'adore. Pas Devin Booker en tant que tel, mais le fait d'être associé, être l'image de la franchise. Et on parle pas d'une franchise petit tacle glissé comme Portland qui n'arrive pas à entourer un joueur générationnel comme Damian Lillard. On parle d'une franchise qui en réponse fait le taf, même si beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes, tout ce que vous voulez, qui fait le taf pour entourer un joueur qui ne sera peut-être jamais MVP, qui sera peut-être pas champion en étant final MVP, mais qui peut être la pièce secondaire, la pièce 1 bis pour aller jusqu'au titre. Et ça se trouve, on le verra déjà d'ici 2 mois. Donc oui, Devin Booker 13e, il mérite d'être entre des joueurs comme Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Zion ou celui qui arrivera au-dessus. Ceux qui arriveront au-dessus aussi. Mais voilà, Devin Booker 13e, joueur que j'apprécie de par son style de jeu évidemment. Vous aimez Kobe, je pense que vous aimez Devin Booker. Évidemment, ce ne sont pas la même caste de joueurs en tout cas pour l'instant, même s'il a déjà 26 ans. Mais grand joueur
grand joueur en devenir, grand joueur qui est déjà arrivé, qui est déjà devenu. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est ma 13e place. Maintenant, passons au 12e, l'avant-dernier de cette vidéo. Et en 12e place, j'ai décidé de vous parler de Kawhi Leonard. Alors, Kawhi Leonard, que dire de lui ? On parle déjà des Clippers, remettons dans le contexte. Ils sont à l'équilibre. Je sais plus exactement leur bilan, excusez-moi, mais les Clippers sont à l'équilibre. Kawhi Leonard est en 23 et quelques points, 6,3 rebonds, 3,8 passes, en 51, 41, 88. Donc des stats assez importantes. Des stats à remettre en perspective avec le fait qu'il a beaucoup tourné à 14 points de moyenne ou ce genre de chiffres en début d'année, en début de saison. Parce que tout simplement, Kawhi Leonard revient de blessure, revient de plus d'1 an de blessure, 1 an sans avoir joué. Et malgré un niveau un peu en deçà, un niveau surtout défensif, comment vous dire que c'est toujours l'un des meilleurs joueurs de cette ligue, que ce ne doit pas être un débat, c'est-à-dire que quand on parle de joueurs sous-cotés, et pourtant on parle d'un double final MVP, d'un double champion NBA, même si le premier final MVP était peut-être pas légitime entre guillemets, eh bien Kawhi Leonard est ce qui pour moi s'est rapproché le plus proche du niveau de Jordan en playoff chez un ailier extérieur pour sa campagne de 2019. Depuis, évidemment, il y a eu des difficultés aux Clippers, de son fait aussi. Je pense que ce n'est pas un leader, ce ne le sera jamais. Je pense qu'il a des troubles, des problèmes mentaux, entre guillemets, ou en tout cas des traumatismes qui font que c'est un joueur très compliqué à appréhender. Mais à part ça, je pense que c'est tout simplement le prototype d'ailier parfait que toute équipe souhaiterait avoir, évidemment, mais surtout tout ce qui se rapproche le plus de potentiellement LeBron James, Magic Johnson, Jordan, un ailier qui peut scorer, qui peut passer la balle qui a appris à passer la balle avec l'expérience, qui a appris à poser le ballon parce qu'au début c'était quand même compliqué niveau handle, qui est un défenseur 2 fois Depoy, ça commence à faire longtemps, mais qui a toujours ce niveau all defensive avant cette année en tout cas, qui a réussi à emmener, même s'il s'est blessé avant, son équipe en finale de conf, une équipe qui n'y avait jamais été de toute son histoire, les Clippers, même si c'est beaucoup du fait de Paul George. Kawhi était là plus de 70% du temps. Mais depuis quelques années, là, je vous avoue que ça se complique. C'est que je parle de niveau intrinsèque, mais comme beaucoup de joueurs intrinsèquement qui ont du mal collectivement, lui c'est la même chose. Et pourtant il est bien entouré. Le fait d'enchaîner les matchs est très difficile. Le fait qu'il aime se faire reposer ou en tout cas ne dire rien, n'est pas un bourreau de travail en tout cas sur le terrain lors des matchs. Lorsqu'il est là, il fait le taf. Lorsqu'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Il reste en famille à San Diego, je crois, et ça ne lui pose aucun problème. Je suis persuadé néanmoins que c'est quand même un joueur qui t'emmène encore au titre en 2023. Peut-être pas cette année du fait d'un manque de constance de cette équipe, de l'ajout d'un Westbrook qui est assez compliqué à mettre en place. Mais je pense que personne n'a envie de tomber sur eux en play-off cette année, qui sont très très dangereux, que Kawhi Leonard a tourné pendant plus de 10 matchs à 30 points par match, en 36-6, un truc comme ça, avec une défense qui est de mieux en mieux. Franchement, ne dormez jamais sur Kawhi Leonard, c'est un fait, mais ne dormez jamais sur les Clippers en général. Parce que ce joueur peut endormir n'importe quel attaquant dans la ligue. Du poste 1 à 5, du joueur plus petit que lui et plus rapide au joueur 2 fois plus massif. Je pense que Kawhi Leonard est possiblement capable d'éteindre n'importe qui dans cette ligue, à part peut-être 2 joueurs. Je regarde, 3 joueurs. Allez. Voilà, 3 joueurs. Je dirais pas qui c'est, peut-être que je le dirai à la fin de toutes ces vidéos, mais là, je pense que vous avez qu'à faire vos théories dans votre tête. Mais Kawhi Leonard est juste un monstre qui est très décevant du fait de finir à la 12e place. Il devrait être dans ce top 5, en fait. Plus j'y réfléchis et plus je me dis, mais on l'a pas vu dans les grands moments depuis qu'il est aux Clippers. Il fait un peu ce qu'il veut, il est un peu en vacances, on va pas se mentir. J'attends de revoir le Kawhi Leonard de 2019 ou au moins sa version évoluée, peut-être un peu plus mature, revenant de blessure. Mais je suis toujours persuadé, surtout si on ajoute un Paul George à côté de lui, qui peut être ce joueur qui t'emmène tellement loin. Et il n'a pas eu trop l'occasion de le faire, de sa faute et aussi de la faute du management, de la faute des Clippers, peut-être d'autres joueurs, mais de sa faute aussi, hein, principalement.
Enfin bref, Kawhi est quand même 12e. On parle quand même d'un top joueur de cette ligue et je pense que c'est totalement légitime. Maintenant, passons au dernier qui n'a pas passé le cap du top 10 à mon sens. Donc le dernier actuellement au niveau intrinsèque et tout ça de ce petit top 20 à 11, le numéro 11, sera pour moi mon chouchou, mon préféré, Damian Lillard. Alors, Portland sont en 31-40. Damian Lillard est en 32-5-7 en 46% au shoot, 37% à 3 points et 91% au lancer. Vous voyez peut-être la problématique que je veux mettre en avant. Ce joueur qui a peut-être 33 ans cette année, 32, 33, 32 je pense, mais qui est encore dans son prime, qui potentiellement fait sa meilleure saison au niveau statistique et au niveau personnel, est actuellement 13e de l'Ouest. Le meilleur joueur à côté de lui est Jeremy Grant et encore, il est esselé. Bref, parlons du joueur en lui-même parce que si je commence à divaguer sur Portland, je vais en prendre pour mon grade et j'en aurai pour 30 minutes. Mais Damian Lillard n'est pas un perdant déjà, je veux le dire, malgré cette saison et tout ça. Damian Lillard est, je pense, l'un des joueurs les plus impactants de cette ligue, malgré les résultats collectifs. Toutes ces shoot maps de grosses performances et même de performances moyennes. Une performance moyenne pour lui, c'est 28 points à 45% au tir. Mais bref, c'est juste pour vous dire le bonhomme. Évidemment, il a des défauts, notamment défensivement, c'est un trou noir. Mais normalement, à 33 ans, pour Portland, tu aurais dû avoir le temps de l'entourer convenablement, notamment de profils défensifs. Mais bref, Damian Lillard est un trou noir en défense qui ne fait pas tout le temps les efforts, il ne faut pas se mentir. C'est un passeur qui s'est beaucoup amélioré aussi. Ça se remarque peut-être pas dans les stats. Là, il a 7 passes, c'est très bien. Mais qui on le remarque, a plus tendance à déléguer, qui a beaucoup moins de mal à trouver des ouvertures, qui est à part ça, un scoreur qui n'a peu d'égal, je pense, dans cette ligue. À part des Stephen Curry, des Luka Doncic ou des Kevin Durant, je pense qu'il s'assoit clairement à cette table-là. Je reviens sur sa shoot map qui est donc indécente du fait que en fait des shoots rentrent du logo du terrain plusieurs fois par match, plusieurs fois par mois, par semaine et tout ça, de manière constante, c'est-à-dire à 38% au tir et tout ça, de 15 mètres. Donc voilà, hein, pour placer le bonhomme. Sa shoot map n'a aucun sens, il va pas dans de spots vraiment préférentiel, sauf si on considère que 15 mètres c'est son spot préférentiel. Il est capable de dégainer de n'importe où, voilà. Et aussi à mi-distance, même si c'est un roi du 3 points, il est capable de drive et tout ça, de finir au panier. Il y a des séquences où il prend la balle de A à Z, il finit les actions, il les commence pour remettre son équipe à niveau. Même comme ça, il a du mal. C'est un des joueurs les plus clutch de la ligue, même si cette année c'est plus compliqué et qu'il y en a d'autres qui le sont plus. Hein. Raison aussi de pourquoi il est 11e. Mais c'est un joueur terriblement clutch, qui ne s'est jamais éteint en play-off. Hein. On peut dire ce qu'on veut, sa seule finale de conf, il la mérite. Même si CJ McCollum l'a bien suppléé, pardon. Franchement, le vrai patron de cette équipe, on sait très bien que c'est Damian Lillard. L'année dernière, il n'a pas fait les playoffs. L'année d'avant, il faisait des performances à 50 points, presque 60 points au premier tour pour finalement perdre contre des Nuggets. Enfin bref, c'est aberrant d'avoir une équipe aussi mal construite et d'être un joueur aussi fort. Je pense clairement que c'est un joueur qui aurait pu ou qui pourrait être potentiellement MVP, qui en a clairement le niveau. Un joueur sur lequel on peut entourer une franchise pour espérer aller au titre, sauf si on s'appelle Portland apparemment. Mais beaucoup de sel dans cette 11e place. Mais pour moi, c'est clairement un minimum finalement de le mettre 11e. Je pense que j'ai été très objectif et qu'avec mon petit goût de subjectivité, il y a peut-être 2 joueurs que je mettrais en dessous. Mais restons honnêtes, récemment il n'a pas fait grand-chose en play-off parce qu'il n'en a pas eu l'occasion. Il manque sûrement de
de cette dalle défensive, de se la donner un peu plus en défense, même s'il a beaucoup trop d'ailleurs de responsabilités en attaque. Je pense clairement que Damian Lillard est un des meilleurs joueurs de cette ligue, évidemment, ça me paraît logique, que même ses stats sont sous-évalués parce qu'il est revenu de blessure et que ses pourcentages notamment sont peut-être pas assez corrects, qu'il est très mal entouré et que s'il était mieux ou mieux coaché au grand minimum, peut-être pas mieux entouré mais mieux coaché, on pourrait voir un type de joueur tout simplement qu'on ne voit que rarement. On parle de, je pense, je vais m'avancer, c'est mon côté fanboy, je pense que certains soirs on peut se rapprocher de Stephen Curry, un joueur qui pour moi n'est pas dans le top 75 et qui pourtant se rapproche dans le niveau intrinsèque d'un autre que je place dans mon top 10 ou à l'entrée du top 10 à voir, enfin bref. Intrinsèquement, Damian Lillard est juste un monstre qui sera sûrement oublié par beaucoup, mais qui est un monstre. Et franchement, il mérite cette 11e place. Du coup, j'ai terminé sur cette petite dose de sel. Je vais vous faire un petit résumé, je pense que vous vous en souvenez, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, en numéro 20, nous avons Trae Young. En numéro 19, après lui, nous avons De'Aaron Fox. En 18, James Harden. Et Jaylen Brown en 17 au-dessus. Donovan Mitchell en 16. Zion Williamson en 15. Jimmy Butler en 14. Devin Booker en 13. Kawhi Leonard en 12. Et Damian Lillard en numéro 11. Du coup, une vidéo qui a commencé par peu de défense et beaucoup de joueurs extérieurs et qui s'est terminée par beaucoup d'ailiers dominants. Franchement, il y aurait peut-être quelque chose à creuser là-dessus sur les profils les plus dominants en NBA. J'en ferai peut-être une vidéo. Je trouve ça très intéressant de faire ce top 30 parce qu'on en apprend finalement en parlant beaucoup plus sur les joueurs qu'on aborde. Et aussi, on apprend à relativiser, à être un peu plus objectif. Enfin bref, moi ça m'a beaucoup plu. Je vous revois dans quelques jours pour faire la dernière partie qui sera de 10 à 1 et faire sûrement un petit résumé ou un gros résumé de ces 3 vidéos. Enfin bref, bonne journée à tous et puis à la prochaine.